Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette réunion. Les réunions se suivent, hein. Nous avions la réunion sur le plan local d'urbanisme bioclimatique, justement, il y a 2 jours. Et donc aujourd'hui, le plan climat. Donc voilà, ça fait beaucoup de réunions et je sais qu'il n'est pas possible pour tous de participer à chaque fois. En tout cas, pour ceux qui ont participé à la réunion sur le PLU dans la salle des fêtes là-haut, vous avez pu déjà commencer à envisager la chose, si je peux dire, par rapport au plan climat, même si ce sont 2 sujets différents. Donc nous sommes heureux de vous accueillir en mairie du 15e avec mes collègues venus nombreux. Claire de Clermont-Tonnerre, qui est conseiller de Paris du 15e et qui est chargé au programme de l'urbanisme, c'est très important. Mathieu Luineau, qui est à sa droite et qui, lui, est adjoint au maire chargé de la démocratie participative, etc. Franck Lefebvre, qui est un éminent spécialiste du climat. En tout cas, c'est un ingénieur déjà, donc vous voyez, ça met dans le pain. Et il s'occupe surtout de la... Alors, ne lui sautez pas dessus, c'est pas lui qui est responsable de tout, mais de la coordination des chantiers dans le 15e. Donc, je ne sais pas si, quand je te présente comme ça, je ne sais pas si... Mais c'est vrai en plus. Bon, il fait ce qu'il peut et ça a de boulot à plein temps. Nicolas Jeanneté, qui lui est conseiller de Paris et chargé vraiment de la sécurité et tranquillité publique, mais aussi vice-président de la 3e commission du Conseil de Paris, chargé de l'environnement, de la sécurité, des transports, circulation, etc. Et Henri Josefovitch, voilà, qui est conseiller d'arrondissement, chargé de la précarité. Alors voilà, c'est un autre sujet, mais qui aussi des conséquences pour ce qui concerne notre sujet. Donc, quelques mots d'introduction, puisque moi, je ne pourrais pas rester au-delà de 19h à peu près, malheureusement. Beaucoup de réunions dans cette mairie. Les conséquences du dérèglement climatique pèsent évidemment, c'est une évidence, de plus en plus sur notre société, notre économie, plus globalement sur notre quotidien. Et l'État... confronté également de surcroît à une crise énergétique et inflationniste, a choisi évidemment d'amplifier son action face au péril climatique. Alors à l'instar de la campagne d'éco-gestes que nous avons lancée il y a peu, en mai dernier je crois, dans le 15e, les pouvoirs publics appellent désormais la population à consommer moins d'énergie afin de répondre à un double objectif: éviter pénurie d'électricité, particulièrement d'énergie cet hiver, et limiter notre empreinte carbone, bien sûr, ce qui est ô combien important. Le premier plan climat, qui a été voté en 2007, vous voyez, donc ça remonte quand même, actualisé en 2012, visait à réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre pour 2050. En 2018, Paris adopte son nouveau plan climat air-énergie, qui lui vise la neutralité carbone et 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Alors, ce nouveau plan détaille plus de 500 mesures dans pratiquement tous les domaines concernés: le bâtiment, les transports, l'énergie, l'alimentation, les déchets, la qualité de l'air, l'accès à l'eau, le cadre de vie, etc. Des résultats ont quand même été atteints en 15 ans dans la réduction des gaz à effet de serre, l'amélioration de la qualité, la préparation du territoire et la protection des Parisiens face aux aléas climatiques. Toutefois, et au regard de l'intensification de la crise climatique que la France a subie notamment cet été, à travers la multiplication, il n'est pas nécessaire de le rappeler, des méga-feux, des épisodes caniculaires successifs, parfois même des inondations, comme le 16 août dernier à Paris, l'accélération du plan climat relève aujourd'hui d'une nécessité impérieuse, évidemment. La ville de Paris intensifie ses engagements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation de son territoire au climat, et ce grâce à l'application de son plan climat, dont on va en débattre, qui est une sorte de livre blanc. Conscient de ces réalités, d'ailleurs, nous menons, nous aussi, à notre modeste échelle, du 15e, je reste après les spécialistes parler du plan parisien, nous menons des expérimentations qui ne sont pas inutiles, mais il faut bien commencer, comme la pose d'un nouveau macadam insonorisant, par exemple, et anti-îlot de chaleur, que nous avons pu financer avec l'Union européenne notamment, et qui a donné de très bons résultats, donc qui va être développé sur la rue Frémicourt, qui d'ailleurs diminue le bruit de roulement des voitures d'environ 30%, 30-40%, et puis diminue de 2 ou 3 degrés la température au sol
ce qui n'est pas négligeable non plus. On l'a sur une partie de la rue Le Courbe, quand elle a été refaite pour mettre la piste cyclable. Et puis maintenant, on l'a étendue au quai Citroën. Pendant l'été, vous avez peut-être pu voir que cet été, tout le mois d'août, enfin une bonne partie du mois d'août, le quai Citroën était fermé à la circulation. C'était pour installer ce nouveau macadam, parce qu'il y a énormément de circulation sur ce tronçon. Nous avons mis en place aussi un dispositif expérimental à Paris, je crois que c'est le seul d'ailleurs pour le moment, de smart lighting. C'est d'éclairage intelligent, d'éclairage public. Ça permet de réaliser quand même plus de 90% d'énergie, d'économie d'énergie, puisque c'est un éclairage fait à partir de LED et qui, la nuit, ne s'allume que lorsqu'il y a des mouvements dans la rue. Donc on l'a expérimenté avec Antoine Bourdelle. Là aussi, ça a donné satisfaction. Donc là, on a équipé tout le secteur de la mairie, parce qu'évidemment, il faut que ce soit dans des petites rues. On ne va pas faire ça rue Le Courbe, il y a des mouvements tout le temps. Hein. Mais dans ces petites rues, cet entrelac de rues assez tranquille, vous voyez, les rues Beausset et compagnie, là, il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc pourquoi laisser en place un éclairage puissant de la nuit qui, en plus, perturbe les espèces animales et végétales, d'ailleurs. Donc on a fait cette inauguration il y a quelques mois de ce smart lighting qui, en plus, peut, mais là, ça ne fonctionne pas tout à fait encore, donne la position des places de stationnement pour les véhicules qui cherchent une place, autant qu'ils trouvent tout de suite une place plutôt qu'ils tournent à consommer de l'essence, avec une application quoi, sur le smartphone. Voilà. Donc là, cette révision du... Voilà, je vous cite ces 2-3 exemples. La révision du plan climat, c'est évidemment une opportunité pour engager les habitants du 15e dans la lutte contre le changement climatique. Hein. Si nous sommes réunis là, c'est vraiment pour cet objectif. Donc en mettant en place une concertation, on est au tout début du processus, hein, en mettant en place une concertation locale entre maintenant et la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, nous invitons la population à contribuer à l'élaboration de ce plan climat qui structurera la politique municipale d'ici à 2030, puis 2050. Le programme de la concertation est varié. Alors, il y aura on vous expliquera ça, je pense, dans le détail, expositions, conférences, ateliers participatifs, marches exploratoires, échanges avec les élus. Et ce soir, c'est la projection d'un film, Demain, qui est le premier opus du film documentaire produit en 2015 par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Vous verrez, c'est un film qui adopte un point de vue optimiste, mais qui recensant les initiatives dans une dizaine de pays, face aux défis environnementaux et sociaux, les deux sont indissociables, hein, bien sûr, du siècle, qu'il s'agisse d'énergie, d'agriculture, d'économie, d'éducation ou de gouvernance. Cette concertation à laquelle vous êtes conviés a pour objectif d'atteindre tous les publics. Et quand je dis ça, c'est parce qu'il y aura par exemple des ateliers pour enfants également, tous les mercredis en mairie, et qu'on abordera des sujets majeurs comme la rénovation des immeubles, qui est un énorme sujet, du parc social et privé, et que nous menons d'ailleurs de concert avec les bailleurs et puis l'Agence parisienne pour le climat, présente ce soir, je crois. Si elle est présente, l'Agence parisienne pour le climat, bon, enfin, elle doit venir. Et je pense notamment... Alors, on a de multiples projets qui sont programmés dans le 15e avec les bailleurs sociaux. Je pourrais parler de celui de Paris Habitat sur les Frères Voisins. Vous savez, c'est cette barre qui est près de l'héliport, de 950 logements quand même, hein, qui date des années 60-70. Donc vous voyez le genre passoire thermique, c'est un bon exemple. Et donc la ville s'apprête a déjà commencé à investir 5 millions de rénovation des radiateurs, alors les ascenseurs aussi, mais sur les radiateurs, et surtout une deuxième étape qui va engager plus d'une quarantaine de millions d'euros pour faire de ces passoires thermiques des logements mieux isolés, évidemment. Alors, il y a le dispositif Éco-Rénovons Paris. Je pense qu'on va avoir une grosse réunion pour présenter ce dispositif aux différents propriétaires, pour les inciter à rénover leur logement. Il faut passer la vitesse supérieure. Alors, j'ajouterai à la multiplication des sites de production d'énergie renouvelable, hein, dans le 15e, avec l'implantation de panneaux solaires. C'est un exemple. D'ailleurs, une ministre coréenne de l'énergie, hein, c'est ça? Vous étiez là? D'accord. Vous allez couramment le coréen, donc ça nous aide. Non, c'est pas... Donc, qui était venu justement pour visiter ce dispositif. C'est sur le toit du centre sportif Émile-Antoine, vous voyez, en face de la Tour Eiffel. Il y a là une usine, disons des panneaux solaires, un centre de panneaux solaires, ou sur le toit d'un immeuble des Périchots, par exemple, où grâce à la géothermie,
à l'instar on a un gros projet de rénovation de l'Aqua Boulevard qui prévoit de construire 5 puits de géothermie. Mieux produire, voilà, enfin quelques exemples dans le 15e, aussi mieux consommer, consommation mesurée de l'eau, qui est la première ressource mondiale la plus utilisée, c'est un enjeu majeur. Donc c'est la raison pour laquelle on défend par exemple les réservoirs de Grenelle, mais bon, c'est un sujet, disons, polémique, mais c'était un îlot de fraîcheur, ou encore l'installation de bacs de récupération d'eau de pluie dans les jardins de proximité, les équipements sportifs, la mairie aussi, on essaie de mettre en place de tels dispositifs dans la mairie. Nous accompagnons également, et assez fortement d'ailleurs, le développement de l'agriculture urbaine. Nous avons 40 000 m² de surface cultivée avec Nature Urbaine, enfin c'est une association qui est sur le toit du hall 6 du parc d'exposition. C'est la plus grande ferme urbaine, alors au monde, dit-on, en toiture. Culture en ville, aussi au centre sportif de Suzanne-Lenglen, et Peace and Love à Beaugrenelle sur les toits, où il y a un truc absolument remarquable de plantes rares qui sont cultivées pour en faire des ingrédients pour les restaurateurs parisiens, quoi. C'est bien ça. Merci de l'opinion du chef. La promotion des circuits courts aussi se traduit aussi concrètement. Alors il y a les AMAP évidemment, mais bien sûr, tout ça participe à la réduction des gaz à effet de serre, produire et consommer localement. Le traitement des déchets est également concerné, puisqu'en traitant localement nos déchets, à l'aide par exemple, on a distribué des centaines de lombricomposteurs pendant 3 ans aux habitants du 15e. Alors on continue aussi, on a des séances de distribution, hein. On a distribué donc voilà, plusieurs centaines. Les déchets organiques aussi, qui peuvent être recyclés. D'ailleurs, il y a des possibilités de dépôt sur les différents marchés du 15e maintenant. À peu près tous les marchés du 15e ont des réceptacles pour redéposer les déchets organiques. J'inaugurais, je visitais la station-service Total qui est d'ici, vous voyez, sous le périph', et où il y a un grand centre, enfin, l'alimentation d'énergie en bio-GNV, quoi. Et c'est d'ailleurs, ça permet d'ailleurs de ravitailler en énergie une grosse partie du parc parisien de bennes à ordures, qui sont maintenant au biogaz. Et puis il y a aussi, bien sûr, des bornes électriques pour les poids lourds. C'est vraiment, enfin, c'est la seule dans le secteur d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de possibilités, d'autant plus que c'est une centrale, c'est pratique, enfin, une distribution qui est à côté de l'usine UCEAN d'élimination des déchets, d'incinération des déchets. Donc ça reste dans le même secteur. Donc ça tourne à plein, je peux vous le dire, hein. De l'autre côté, pour assurer un service de collecte de qualité, il faut que vous sachiez, ça c'est nouveau, ça intervient la semaine prochaine, et c'est quand même une révolution, parce que depuis le temps qu'on les attend, ça tombe bien. Les bacs jaunes seront dorénavant collectés 3 fois par semaine. Parce que c'est vrai que ouais, dans la plupart des immeubles, les bacs jaunes débordent de partout. Que 2 collectes par semaine, c'est totalement insuffisant. Donc sur Paris, sur tout Paris d'ailleurs, on va avoir 3 collectes maintenant des bacs jaunes à des jours qui seront indiqués à tous les responsables d'immeubles. Ce qui permettra une hausse, d'ailleurs une hausse encourageante du tri, ça va de l'améliorer encore. Nous avons nos 57 parcs et jardins, les grands projets de végétalisation de l'espace urbain qui concourent. Alors il y a la réalisation de l'Arc Vert, c'est une promenade plantée de 8 km, je ne rentre pas dans le détail, mais ça devrait relier Brassens, Citroën, les quais, et on remonte par Birakem jusqu'à Montparnasse, où on a un peu le projet de réaménagement de Montparnasse qui devra comprendre, grâce à une urbanisme paysager, Michel Deving, une forêt urbaine, ce qu'on appelle une forêt urbaine, c'est le terme adéquat, mais de 2000 arbres hein, qui seront plantés devant la gare Montparnasse, entre la gare et la tour qui sera reconstruite entièrement, avec une serre agricole de 20 ou 30 mètres de hauteur à son sommet, etc. etc. Il y a aussi l'héliport, bien sûr. Alors moi, mon projet, ça fait 10 ans que je me bats pour ça, c'est de récupérer la totalité des 7,5 hectares de l'héliport pour étendre le parc et le stade Suzanne-Lenglen. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a 7,5 hectares de nature à récupérer en plein Paris. Bref, on n'a pas obtenu tout à fait ce qu'on voulait. Moi, j'aurais préféré qu'on aille plus loin, mais enfin, il y a eu un accord entre l'État et la ville de Paris pour récupérer à peu près la moitié, qui permettront une très grande restructuration de tout le parc et le stade de Suzanne-Lenglen. Donc, c'est 3,5 hectares.
de nature supplémentaire qui seront aménagés à partir de 2025, puisque la fin de la concession de la ville de Paris à Aéroport de Paris se termine en 2024. Alors après, il faut dépollution des sols. Il faut encore savoir qui va payer la dépollution entre l'État et la ville. Comme vous imaginez, personne ne veut payer. Enfin, il faudra bien trouver une solution, parce que c'est bien pollué. Je sais que les hélicoptères, personne n'en parle, mais ça pollue énormément. Déjà, pollution sonore, un hélicoptère, quand il décolle, il y a 200 000 personnes dans le secteur qui l'entendent. Personnellement, j'ai habité pas loin de l'héliport, au bout de la rue de Courbe. Je peux vous dire que c'est sympa. Quand vous avez... Il y a eu parfois jusqu'à 100 hélicoptères le dimanche. 100 mouvements d'hélicoptères un dimanche. Donc quand on me dit que c'est pour les affaires, etc., le dimanche, je veux bien, mais bon. Donc, donc l'idée, c'est de donc récupérer la moitié du terrain de l'héliport et aussi de supprimer, en tout cas c'est la négociation qui est engagée avec l'État et que nous poussons, le trafic commercial de l'héliport pour ne garder que les hélicoptères de service public d'urgence. Parce qu'il y a service public et service public. Nous avions à l'époque réussi à faire adopter par le gouvernement Fillon une circulaire qui interdisait les vols gouvernementaux, déjà, parce qu'il y avait beaucoup de vols gouvernementaux. Maintenant, ils vont à Villacoublay, enfin bref, pour les vols gouvernementaux, c'est là-bas, enfin d'hélicoptères. Mais là, il y a encore beaucoup de vols de service public qui ne sont pas indispensables à cet endroit-là. Moi, quand je dis service public d'urgence, c'est-à-dire le SAMU notamment, ou les pompiers, la police, etc. quoi. Voilà, donc sur l'héliport. Et puis, on a l'aménagement de tout le secteur de l'héliport. On va vraiment faire beaucoup de choses là-bas qui vont être très intéressantes pour la végétalisation. Et tout ceci, ce sera 2028 à peu près. Mais c'est à partir de 2025 qu'on commence à dépolluer l'héliport. Et puis qu'on va l'étendre. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire. J'essaie d'aller plus vite. Les grands projets urbanistiques sont aussi concernés. Alors, c'est vrai que pour les permis de construire, je parle sous le contrôle de ma collègue qui travaille environ 12 heures par jour. Je ne sais pas ce qu'elle fait la nuit, elle pourrait aussi continuer la nuit, pour étudier les centaines de permis de construire qui nous sont donnés par la direction de l'urbanisme. Et vraiment, sur chaque permis de construire, je peux dire qu'on a été très attentif sur les économies d'énergie, sur la végétalisation. Et on essaie de promouvoir notamment un type de végétalisation nouvelle. Je ne sais pas, il y a une référence, moi, que j'ai visitée, qui est absolument extraordinaire. Je vous invite à le découvrir. D'ailleurs, il y a un restaurant à l'intérieur, vous pouvez y aller. C'est la Villa M. Je ne sais pas si vous connaissez, boulevard Pasteur. C'est quasiment des jardins suspendus. La Villa M, boulevard Pasteur, métro Pasteur. Vous avez une végétation luxuriante. Ce sont des architectes brésiliens, d'ailleurs, qui ont ramené ça du Brésil. C'est en pleine terre, avec la vraie végétation, avec système d'arrosage permanent et avec un jardinier qui s'en occupe. C'est sur chaque niveau, sur des balcons, c'est très bien fait. Donc ça, c'est de la vraie végétalisation. Parce que moi, la plupart du temps, quand les architectes viennent voir, ils nous présentent des projets avec 2-3 lianes qui pendouillent, là. Donc c'est nul. C'est pas de la végétalisation, ça. C'est juste pour faire beau sur les croquis d'architectes. Donc on est très vigilant. Réaménagement de tout le site Montparnasse, parce qu'on va reconstruire Montparnasse sur 9 hectares quand même. Donc c'est pas rien entre la rue de Rennes et la avenue du Maine. Et puis d'autres projets encore sur Brancion, Bartholomé par exemple. On a là un énorme projet de requalification avec beaucoup de végétalisation. Le transport représente 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc on essaie de favoriser les mobilités décarbonées. Et puis des plantations, moi mon truc c'est de planter des arbres. Vous voyez, rue Frémicourt, on a réussi quand elle a été refaite, bien qu'il y ait un parking en dessous, à planter 13 arbres. Donc c'est une rue maintenant arborée. La première du genre c'était un peu la rue Léon Séché, plus modeste. Mais il y a aussi des difficultés avec s'il y a en dessous la chaussée. Et là, dans les travaux d'embellir votre quartier, vous savez c'est un dispositif de la ville de Paris, nous notre objectif c'est partout où c'est possible planter des arbres. Il faut qu'ils puissent vivre aussi, il faut que le réseau racinaire puisse s'implanter aussi. Mais voilà, c'est ça un peu notre volonté. Bon, le vélo et les transports en commun sont évidemment favorisés le plus possible. Voilà. D'ailleurs, nous étions encore en réunion sur la rue Linois là, récemment. Donc nous sommes favorables à l'implantation de pistes cyclables, mais pas faire n'importe quoi non plus. Donc je le dis en tant que maire, il y a les cyclistes, il y a aussi les habitants, il y a les passants, les piétons. Il y a les piétons par exemple. Enfin bon, c'est compliqué. Donc je vous invite à prendre connaissance de tout ce programme. Vous pouvez déposer vos idées sur le site dédié
décider.paris.fr ou sur les registres papier qui sont mis à disposition du public dans le hall de la mairie, comme lors de chaque événement. À l'issue des 3 mois de concertation, se tiendra la votation citoyenne au printemps 2023 et les travaux de co-construction jusqu'à l'adoption d'un plan climat révisé au printemps 2024. Tout ça vous sera dit dans le détail. Voilà. Aujourd'hui, avant la projection du film, nous évoquerons ensemble l'adaptation de Paris aux épisodes caniculaires. La révision du plan climat, bien sûr, se justifie, comme on l'a dit, puisque si on ne fait rien, eh bien, l'augmentation de la température à Paris, qui a déjà connu une hausse de 2,3 degrés, eh bien, à l'horizon 2050, atteindra des niveaux équivalents de température enregistrée à Séville. Bon, c'est sympathique, Séville, mais bon, je ne sais pas si... voilà, tout le monde sera content. Bon, voyez, donc nous sommes une mairie très mobilisée, et je parle sous le contrôle de mes collègues, investie dans la transition écologique, en adaptant son territoire, mais il faut amplifier nos actions si nous voulons atteindre nos objectifs afin de maintenir une qualité de vie à Paris. Donc c'est une opportunité, cette révision du plan climat, qu'il nous faut tous saisir. Et maintenant, après ce long pensum que je vous ai infligé, je vais laisser la parole à Yann Françoise, qui est de la direction de la transition écologique et du climat de la mairie de Paris, et qui va vous présenter tous les enjeux précis de ce plan. Nous accueillerons ensuite Élodie Grimoin, d'Urban Canopé, qui est concepteur d'infrastructures vertes en milieu urbain, et qui nous exposera sa vision et ses solutions à mettre en œuvre en ville. Je ne sais pas si c'est là. Ah, c'est vous deux? Ah ben ouais, d'accord. Ben voilà, comme ça on se connaît, c'est bien. Mais avant vous, il y aura Clément Abergel qui sera en visio, et qui est chercheur à l'Agence spatiale européenne, qui est installée dans le 15e et qui rénove d'ailleurs elle-même ses locaux, en tenant compte justement des impératifs de transition écologique, mais ce n'est pas de ça dont il va nous parler. Il va nous parler des vagues de chaleur et changements climatiques avec des images satellitaires qui montrent bien comment les choses se sont aggravées considérablement sur Paris et sur le 15e, comme partout, quoi. Donc voilà. Et puis je vous invite à échanger tout au long de cette réunion que je devrais quitter à 19h, à l'issue de laquelle nous diffuserons le film demain. Voilà, écoutez, nous sommes tous parés maintenant pour faire face aux défis climatiques. Merci à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour l'accueil et félicitations aussi parce que vous êtes la première mairie d'arrondissement à accueillir la concertation locale du plan climat. Voilà. Premier en population, premier pour toutes les concertations. Merci beaucoup pour l'engagement et vos mots inspirants. Donc je suis Yann Françoise, adjoint au directeur de la transition écologique et du climat pour la ville de Paris. J'ai en charge donc la révision du plan climat. C'est ma 4e révision, hein, voilà. Et je suis content aussi de revoir certaines têtes et certaines conseillères et adjointes avec qui nous avons élaboré déjà le premier plan climat en 2007, comme il a été cité. Voilà. Vous voyez très bien. Donc moi, je vais essayer de vous résumer rapidement le plan climat, mais surtout sur un focus adaptation. On va voir pourquoi. C'est ce qu'on m'a demandé, suite, entre autres, bien évidemment, aux étés que nous avons connus. Le plan climat, comme il a été dit, a été adopté pour la première fois en 2007. Il y en a eu 3. On entame le 4e. Mais j'ai préféré vous remettre cette diapositive, même si beaucoup connaissent sa définition, mais qu'est-ce que c'est qu'un plan climat? Un plan climat, c'est pas obligatoirement déjà à l'échelle d'une collectivité, hein, ça peut être à l'échelle d'une entreprise, d'un quartier, d'un immeuble, ou sa propre famille. C'est pas facile de discuter peut-être plan climat en soirée, mais un plan climat, ça a 2 grands buts maintenant. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Il y a quelques années, quand on avait élaboré par exemple le premier plan climat, il n'y avait pas obligatoirement d'intégrer dedans la réduction des polluants atmosphériques, et on peut avoir des politiques antinomiques. Par exemple, quand on développe du diesel, c'est bon pour le climat et c'est très mauvais pour la qualité de l'air. Donc maintenant, on joue avec les deux pour éviter des politiques antinomiques. Et de l'autre côté, le premier donc a une vertu pour réduire notre empreinte carbone, comme il a été dit précédemment, donc essayer de réduire l'impact du changement climatique. Mais le changement climatique est déjà là. Il a été dit précédemment par monsieur le maire, et on verra à la courbe, que Paris s'est déjà réchauffé de 2,3 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Donc le changement climatique est là, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'aléas, et donc il faut s'y préparer, s'adapter d'ores et déjà, et on va voir justement dans la deuxième partie les principaux points de vigilance pour le territoire parisien. Voilà ce que c'est normalement un plan climat.
Alors, celui de Paris est le dernier adopté en 2018, voulait se mettre en conformité avec l'accord de Paris. C'était la plus grande concertation qu'on ait menée, là, 18 mois, reprendre tout le plan climat, définir une trajectoire tous ensemble avec tous les acteurs économiques, associatifs, citoyens du territoire pour 2050. Et finalement, à force de discuter de neutralité carbone, de notre vie de tous les jours et de se préparer à l'avenir, le plan climat a dépassé aussi un peu son cœur de métier qui était franchement pendant très très longtemps l'énergie, le bâtiment, les transports, un peu les déchets. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres palettes qui sont venues pour en faire un projet de ville, un projet de société qui agrège tout le monde, qui mobilise tous les acteurs. On va revoir tout à l'heure sur l'empreinte carbone, mais les décisions municipales, aussi puissantes soient la ville de Paris et son budget, ne peuvent influencer que sur 20-25% de l'empreinte carbone du territoire. 25% à peu près, c'est des décisions nationales ou européennes. Et le reste, c'est des décisions privées, de nous au quotidien, mais aussi des acteurs économiques. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut qu'on emmène tout le monde en mobilisation générale ou, par le biais de nos élus, de nos députés aussi, d'aller faire du plaidoyer, du lobbying auprès de l'Assemblée par moment pour changer certains textes ou accélérer les décisions. Par exemple, vous savez qu'une décision copropriété, c'est très très long. Et à une époque, les travaux énergétiques n'étaient pas vus comme des travaux d'intérêt général. C'est un plaidoyer de plusieurs collectivités, dont Bordeaux, Lyon et Paris, qui ont beaucoup de copropriétés, qu'on fait changer le texte au niveau de la loi. Même si ça reste compliqué, le dialogue dans les copropriétés sur la rénovation énergétique. Donc, l'avantage d'un plan climat, c'est qu'on peut discuter de tous les sujets. Là, je vous remets la trajectoire qui a été adoptée en 2018 par le Conseil de Paris pour atteindre la neutralité carbone en 2050, avec deux grandes notions, les émissions locales. C'est facile à comprendre, c'est quasiment toute la consommation énergétique de tout ce qui roule à Paris et de tous les immeubles parisiens, résidentiels ou tertiaires, les commerces, les banques, les assurances, ça fait 117 000 immeubles parisiens, et de tout ce qui roule tous les jours à Paris. Mais finalement, on regarde, ce n'est pas le plus gros des émissions du territoire. La majorité des émissions du territoire se passent hors du territoire. C'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone, parfois pas très loin. Ce sont les Parisiens qui prennent leur voiture pour aller travailler de l'autre côté du périphérique, et inversement, c'est les livraisons qui viennent des plateformes logistiques qui sont autour de Roissy ou en Seine-et-Marne et qui arrivent à Paris, ou toute l'alimentation qui arrive de Rungis, par exemple. C'est des transports qu'on compte. Et si vous regardez l'empreinte en détail, le plus gros volume, c'est les avions pris par les Parisiens pour leurs besoins de loisirs ou professionnels. C'est 7 millions de tonnes de CO2 sur les 22 millions de l'époque. Et l'autre partie, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est 20-25% des émissions nationales. Il est normal qu'on les retrouve aussi dans notre empreinte à nous, Parisiens. Et c'est pour ça aussi que depuis, il y a eu des grands programmes qui ont été lancés par le plan climat de 2007 sur l'alimentation durable. L'alimentation durable d'abord dans nos cantines collectives, crèches et écoles. À la ville de Paris, ça représente 30 millions de repas. Et quasiment dans toutes les caisses des écoles, maintenant, on est au-delà de 50% d'alimentation bio et durable. C'est une action du premier plan climat quand on commence à s'intéresser à l'empreinte de ce qu'on génère à l'extérieur. Et donc, là, il a été décidé pour cette révision du plan climat qu'on ne touche pas à la trajectoire votée par le Conseil de 2018. Il faut en revanche atteindre la marche maintenant de 2030, les moins 40% sur l'empreinte et les moins 50% sur les émissions locales. C'est l'objectif de cette révision. Écrire un plan concret d'action d'accélération opérationnelle pour 2024-2030. Excusez-moi, je peux vous poser cette courbe, la partie gauche, c'est ce qui est réel, c'est l'évolution. Depuis, oui, oui. C'est ce qu'on doit faire. Voilà. Mais vous voyez aussi quand même sur la partie gauche, merci de me le rappeler, que pour l'instant, les objectifs adoptés par le Conseil en 2007 ont quasiment tous été atteints parce qu'on est, et c'est la diapo suivante, merci pour la transition, à moins 24% de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2004 et 2019. L'objectif était moins 25 à 2020. Alors le chiffre 2020 est atteint, vous le voyez sur la courbe, mais on ne le prend pas comme référence, bien évidemment, avec la crise Covid sur tout le territoire national et sur Paris, car bien évidemment cet indicateur est entre guillemets faux. Le chiffre 2021 va être automatiquement au-dessus. Comme notre empreinte a entre autres dedans 7 millions de tonnes de CO2 liées à l'avion sur 21 millions là sur le dernier chiffre, vous voyez bien que quand en 2020 il y a quasiment plus d'avions qui ont circulé, la chute n'est pas naturelle par rapport à notre évolution. Néanmoins, on a moins 24% entre 2004 et 2019, donc cette première marche est en voie d'être atteinte, ce qui n'était pas gagné au départ, avec des grands gains sur, entre autres, tout ce qui est transport intramuros, réduction du trafic intramuros et réduction un peu de la consommation énergétique dans les bâtiments. Les bâtiments ont moins bougé en termes de consommation énergétique, mais en revanche, les Parisiens et les entreprises se sont
ont muté leur énergie vers des énergies moins carbonées. Le fioul a disparu. Il reste encore des poches de fioul, et d'ailleurs dans le 15e et dans le 16e arrondissement. Mais le fioul a disparu vers soit le gaz, soit le réseau de chaleur de la ville de Paris. Deux énergies moins carbonées. Et on a constaté aussi une amélioration de la performance énergétique des équipements ou bien sûr la rénovation, ce qui s'est passé dans les logements sociaux, comme entre autres la grande opération qu'on espère tous là, proche de l'héliport justement, parce que 950 logements, c'est pas négligeable du tout. Ça fait quand même près de 2000 personnes normalement. Voilà. Mais si je vous ai remis quand même le chiffre de 2020 avant de passer sur la partie adaptation, sur toute la partie réduction de gaz à effet de serre, il est certes faux entre guillemets sur la trajectoire. Mais c'est l'objectif 2030, en fait. L'objectif 2030, c'est moins 40 et moins 50% sur les deux courbes. Et quand on fait moins 40% par rapport à 2004, on tombe à 17,2 millions de tonnes, donc le chiffre de 2020. Et notre objectif, c'est d'arriver à cet objectif-là de 2030, mais dans une ville plutôt pacifiée et pas en pleine pandémie. Mais ça montre le gap qu'on a à franchir en 8 ans maintenant pour atteindre cet objectif. Alors, je vous ai dit, on a deux grands piliers. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et l'adaptation de la ville au changement climatique. À l'inverse de la réduction de gaz à effet de serre, sur l'adaptation au changement climatique, je n'ai pas de réel indicateur de performance à vous montrer, hormis l'évolution de température moyenne de la ville. Alors, sur notre territoire, on a la chance d'avoir une des plus vieilles stations météorologiques au monde. C'est la station qui est à Montsouris, pas dans le 15e, juste de l'autre côté. Mais c'est une des plus vieilles, installée en 1876. Au bon moment pour nous, parce que c'est le début de l'ère pré-industrielle, ce qui nous permet de suivre l'évolution de la température moyenne à Paris. Et vous savez, le climat, c'est la moyenne des relevés de température de météo tous les 30 ans. Quand vous entendez la normale saisonnière à la radio, c'est la moyenne trentenaire. Et c'est ce qui nous permet de suivre si, oui ou non, une augmentation de température. D'une année à l'autre, vous pouvez avoir des années plus froides, plus chaudes, même si les 15 dernières années les plus chaudes sont sur les 20 dernières années, sur le siècle. Mais quand on regarde la comparaison de 1876 maintenant, c'est ce qui a été dit en introduction, la température moyenne de Paris s'est réchauffée de 2,3 degrés. Plus que la moyenne du globe. Le globe, c'est 1,1 degré. Vous entendez souvent, il faut qu'on maintienne la température à 1,5 degré. Ça, c'est pour la Terre entière. Mais il se trouve que l'hémisphère nord se réchauffe plus vite que l'hémisphère sud, parce qu'il y a plus de continents, il y a moins d'océans qui absorbent une partie de l'énergie. Et le nord de l'hémisphère nord, dans lequel nous sommes, se réchauffe encore plus vite que le reste du globe. Donc on est dans la tendance normale, mais néanmoins que nous subissons déjà des réchauffements de plus 2,3 degrés, donc une accélération de ce qui s'est passé. Et vous avez peut-être suivi, l'an dernier, on a remis à jour une étude qu'on avait menée en 2012 dans le cadre du deuxième plan climat, qui était la première étude de robustesse et vulnérabilité de la ville de Paris face au changement climatique. C'était une innovation pour une collectivité, c'était de tester le territoire, une sorte de crash test, vous voyez, par rapport à dire s'il fait telle température, telle vague de chaleur, telle inondation, comment résistent les systèmes, comment sont protégés les Parisiens, combien il y a de dégâts économiques, est-ce que les services de santé fonctionnent correctement, etc. C'était la première fois qu'on le lançait. Maintenant, c'est une obligation légale pour les collectivités d'en avoir une tous les 10 ans pour préparer leur plan local d'urbanisme et leur plan climat. Et l'an dernier, on a mis à jour la nôtre par rapport au dernier scénario du groupe intergouvernemental des experts sur le climat, le fameux GIEC, pour pouvoir être bien calé sur les derniers scénarios climatiques et l'évolution du climat pressenti à Paris à partir des données que nous avions, et de la station de Montsouris et de Météo France. Et cette étude a fait l'objet d'une publication l'an dernier et d'un petit film que je vous propose, si ça fonctionne en régie, de regarder, qui résume parfaitement l'étude. Paris face au changement climatique. Chaud, toujours plus chaud. La température moyenne de Paris a augmenté de plus de 2 degrés depuis le début de l'ère industrielle. Le phénomène s'est accéléré ces dernières années, avec plus 1 degré en 25 ans. Et dans les années à venir, la courbe va continuer à monter. Depuis 15 ans, Paris engage tout son territoire à réduire les gaz à effet de serre, à se préparer au futur changement climatique et à ses conséquences sur les ressources comme l'eau, l'alimentation, la qualité de l'air ou l'énergie, et ses conséquences sur la santé des Parisiens et sur toutes les infrastructures de notre ville. Le diagnostic des vulnérabilités et des robustesses est réalisé par la ville de Paris à partir des dernières projections climatiques et des méthodes les plus rigoureuses. Il doit permettre d'anticiper et de préparer Paris à devenir plus robuste face au changement climatique. Quel climat à l'horizon 2050 ? La future donne climatique va poser de nouveaux problèmes. La chaleur va s'installer, les nuits de plus en plus chaudes, dites tropicales, et les canicules seront de plus en plus fréquentes, avec un impact sanitaire, social et organisationnel très important pour les Parisiens et les Parisiennes, et pour l'ensemble des usagers du territoire.
La sécheresse des sols va s'accentuer, avec des nappes phréatiques qui auront du mal à se régénérer. Les cours d'eau s'amenuiseront ou s'évaporeront trop vite. Conséquence, la pression sur les besoins en eau va augmenter durant le siècle, particulièrement en été. Par ailleurs, le nombre de jours de gel va diminuer, et l'on aura de moins en moins d'épisodes de pluie. Les hivers seront plus doux. Le nombre de jours de pluie va diminuer, mais la quantité d'eau restera la même, donc les pluies seront plus intenses. Ainsi, en hiver, les risques de crues vont augmenter de 20 à 40%. À la fin du printemps ou au début de l'été, les crues par ruissellement des fortes pluies peuvent augmenter. La biodiversité est riche à Paris. Les 27% d'espaces naturels et les 2800 espèces sauvages recensées sont un atout majeur d'adaptation au climat. Mais elle est aussi menacée par le dérèglement climatique. Pour d'autres ressources, les tensions devraient s'alléger dans les décennies à venir. Par la disparition progressive des véhicules diesel et essence et le développement des mobilités actives et partagées, la qualité de l'air devrait s'améliorer considérablement. L'alimentation continuera à se relocaliser. Le changement climatique a bien sûr des conséquences sur le fonctionnement de la ville. Par exemple, le réseau électrique, principal réseau énergétique de Paris, est robuste. Toutefois, il peut défaillir lors de grosses canicules comme en 2003. 230 000 Parisiens avaient alors été privés d'électricité. Et si le réseau électrique est touché, par effet domino, un très grand nombre d'activités sont impactées. Les hôpitaux, les data centers, les transports en commun. De même, les réseaux de chauffage ou de froid dépendent de la Seine. Si l'eau vient à manquer, si le fleuve est trop chaud ou trop bas, les réseaux risquent d'être coupés. Quant aux transports en commun et aux voies de circulation, ils peuvent se retrouver bloqués en cas d'inondation, tout comme les activités en zone inondable. S'ils menacent nos infrastructures, le changement climatique met aussi notre santé en danger. Pour les pics de chaleur, les plus fragiles doivent se protéger, et de nouvelles maladies font leur apparition, comme la dengue ou le chikungunya. Que fait-on? Paris développe une stratégie globale pour vivre avec le climat, qui se décline sur tous les sujets majeurs. Mais au-delà de notre ville, c'est bien tout notre mode de vie qui va être bouleversé. Car si le climat change, si la ville s'adapte, nous devons aussi changer. Voilà. Je reprends la main. L'avantage du petit film, ça vous évite 25 diapositives. J'espère que ça a été clair. Par rapport à l'étude de 2012 qu'on avait faite, et celle-là 10 ans après, qu'est-ce qui change? En fait, par rapport au point de vigilance, quasiment rien. Ce sont les 4 mêmes, et Paris est toujours robuste sur plein de domaines. Parce que c'est ce qu'on oublie quand même souvent un peu dans l'étude, ça a été dit légèrement, mais une des robustesses des villes est jugée par rapport à sa capacité de résilience sur, par exemple, son système électrique. Dès qu'il n'y a plus d'électricité, vous voyez bien tout ce qui s'enchaîne en cascade, en effet domino qui ne fonctionne plus, service de santé ou autre. Et vous l'avez peut-être oublié, mais si vous regardez bien dans Paris, il n'y a aucun fil électrique à l'extérieur, sauf à la limite du 15e pour le tramway. C'est le seul endroit où on a fait sortir les fils. Depuis très longtemps, le réseau électrique est enterré à Paris, ce qui veut dire qu'il est parfaitement robuste aux grands aléas climatiques de verglas, de tempêtes, de grosses pluies, etc. Quelques inondations, en revanche, très fortes, peuvent impacter le réseau, ou des fortes chaleurs, comme on l'a vu en 2003, même si depuis on a essayé de corriger le système, parce qu'on n'avait pas vu que sous des très fortes températures que n'avait encore jamais connues Paris en sous-sol, il y avait des points de jonction entre les systèmes électriques qui claquaient, et donc qui faisaient sauter le réseau. Depuis, il y a eu un travail énorme pour remplacer ces jonctions, que vous n'avez peut-être pas vu directement, hormis que, bien évidemment, on a rouvert la voirie devant chez vous pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour protéger le réseau et avoir évité ce qu'on a eu en 2003, c'est-à-dire 230 000 personnes qui ont été coupées pendant la canicule. Alors parfois 3-4 minutes, parce qu'il y a une jonction qui a repris le relais, et puis pour certains, 2-3 heures, une nuit, avec un camion électrogène dans la rue. Donc les aléas n'ont pas changé. On est toujours aussi vigilant et vulnérable par rapport à 4 grands aléas. La chaleur en ville, et on va y revenir rapidement. Les inondations, mais surtout des inondations liées à des pluies torrentielles. Et vous avez connu un micro-événement de pluie torrentielle le 16 août dernier, avec des débordements dans la rue. Et le 15e a été un des arrondissements les plus touchés, parce qu'il y a eu une vague de vent aussi qui est passée en même temps à ce moment-là. Une érosion de la biodiversité qui est une conséquence en fait des 2 autres sur le territoire, mais c'est un indicateur important pour nous et un indicateur de qualité de vie aussi. Et puis la raréfaction de ressources en eau. Pour les 3 premiers, la seule chose qui change par rapport à l'étude précédente, c'est qu'avant, on disait que tout ça, des points de vigilance, c'est pour 2050. Qu'on va avoir ça, en gros, des grosses canicules hautes en 2050.
L'étude dit maintenant, en fait, c'est 2030. Voilà, ça s'est accéléré. Le réchauffement global s'est accéléré et les impacts vont arriver plus tôt, à une fréquence plus forte, comme on a vu déjà cet été. Pour la raréfaction en ressources en eau, en revanche, on est toujours sur l'horizon 2050. C'est qu'on peut avoir un problème, et je vais détailler parce qu'on m'a demandé de revenir sur la ressource en eau, un problème de qualité de ressources en eau à partir de 2050 et pas à partir de 2030. Et je vais revenir donc un tout petit peu sur précipitation-sécheresse. Il a été dit dans le petit film qu'on aurait des précipitations beaucoup plus lourdes parce que surtout, en fait, on va avoir des plus grandes périodes de sécheresse comme on connaît actuellement. On est toujours en sécheresse. Pour la première fois, la ville de Paris a été mise en arrêté vigilance depuis début août. L'arrêté est toujours en vigueur jusqu'au 30 septembre si le préfet ne le relève pas. Nous ne sommes pas rentrés dans les autres niveaux que conduisent d'autres collectivités. Donc nous, vigilance, c'est qu'on doit faire attention dans nos propres services municipaux à la maîtrise de l'eau, inciter les Parisiens et les acteurs économiques à maîtriser leur consommation d'eau, mais il n'y a pas de coupure, il n'y a pas, par exemple, d'interdiction d'arrosage, etc., ou de recharge des piscines, comme on peut voir dans certains départements, etc. Nous, on n'a pas été à ce niveau-là, aussi parce que pour l'instant, on a des nappes qui sont encore assez costauds, et que sur l'alimentation en eau potable, il faut savoir aussi qu'on va chercher l'eau dans des affluents de la Seine à 100 ou 150 km, et donc on a des réserves non négligeables. Et d'ailleurs, Haute-Paris, on lui a demandé dans la région de Lyon, par exemple, de remettre de l'eau dans les rivières pour réalimenter certaines rivières par rapport au stock qu'on avait pour alimenter les autres municipalités autour. Mais ces grandes périodes de sécheresse, alors qu'on nous indique qu'on aura quasiment le même volume de précipitations, fait que quand il va pleuvoir beaucoup plus fort. Et c'est ce qu'on a connu le 16 août, et qu'on risque d'avoir des grandes périodes, soit de très grandes pluies pendant fin novembre, etc., pour faire des petites inondations, ou des pluies torrentielles qu'on n'avait pas. Et ça, le coefficient multiplicateur des pluies torrentielles est plutôt entre 5 et 10 actuellement par rapport à ce qu'on a connu pour les années 2030-2050. Et c'est à ça qu'il faut qu'on se prépare, nous aussi, en tant que gestionnaire de la ville, en tant qu'ingénieur de la ville, manager de structure, de savoir est-ce que nos égouts peuvent supporter, quelles sont les rues les plus vulnérables. Voilà, on en a vu dans le 15e, comment on corrige le tir et comment on trouve des solutions. Et je viendrai voir là-dessus après. Donc, je vous ai remis cette diapositive qui résume. Un autre point aussi qui est parfois oublié, c'est que si il y a sécheresse, il y a une baisse du niveau de l'eau. Et à un moment donné, le fleuve peut tomber ce qu'on appelle à l'étiage, à son niveau le plus bas, parce qu'on peut avoir des conséquences aussi sur la navigabilité de l'eau, entre autres pour les bateaux-mouches, mais pour toutes les activités économiques qui tournent autour. Mais aussi, le fleuve se réchauffe. Et s'il se réchauffe trop vite, il y a des conséquences sur la biodiversité, mais il y a des conséquences aussi sur des entreprises qui ont besoin de l'eau et qui rejettent de l'eau, qui est normalement nettoyée, mais à des températures plus élevées. Et si, à un moment donné, ils ne peuvent plus rejeter de l'eau, ça ne se produit pas sur Paris, par exemple, mais la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, qui est en amont, prend de l'eau dans la Seine et rejette. Et s'il fait plus de 26 degrés à ce moment-là dans la Seine, elle ne peut plus rejeter. Et donc, si elle n'a pas le droit de rejeter, elle ne peut plus prélever. Et si elle ne peut plus prélever, elle ne peut plus refroidir. Donc, on la met en pause. Et donc, on a tout à coup, c'est pour ça que vous avez aussi des centrales qui sont mises en pause pendant l'été, ça a été le cas cet été, parce qu'on ne peut plus utiliser l'eau et la rejeter. Et nous, on peut avoir le même problème avec Fraîcheur de Paris, qui est le réseau de froid de la ville de Paris, qui prélève de l'eau de Seine et qui redonne de l'eau de Seine à 2-3 degrés supplémentaires. Si on arrive à la limite, ils ne seront plus autorisés. Et donc, Fraîcheur de Paris, au moment où on a besoin qu'ils fournissent de la fraîcheur dans les immeubles parisiens, dans les immeubles tertiaires, entre autres, pourrait ne plus fournir. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on anticipe. Voilà quelques exemples des conséquences qu'on peut avoir. Donc ça, je l'ai évoqué. Ça, c'est des panneaux qu'on a mis à disposition des mairies, donc vous pouvez la voir et je vous laisserai la diapositive. C'est l'état de l'eau à Paris, du réseau d'eau non potable. Il faut savoir qu'on a un réseau d'eau non potable aussi à la ville qui permet d'arroser avec cette eau qui n'est pas potable, entre autres nettoyer les caniveaux, parfois arroser les parcs et jardins quand le réseau est disponible à proximité, et certaines fontaines. Mais là, on fait attention parce que parfois, les gens vont quand même boire aux fontaines décoratives. Alors, je vais finir rapidement pour quand même laisser la parole à des exemples concrets sur ce qu'on peut faire, entre autres, sur l'eau, hormis maîtriser, nous, notre consommation d'eau. Vous avez peut-être entendu parler aussi des petits mousseurs qu'on peut mettre dans les robinets. Je crois que la mairie du 15e en a aussi en kit d'économie d'eau à vous distribuer. Nous, ce qui nous intéresse aussi en tant que gestionnaire de ville, c'est la gestion des eaux de pluie, récupérer l'eau de pluie quand on peut aussi la récupérer pour qu'elle devienne une eau utile pour la ville, pour arroser les parcs et jardins, pour nettoyer les rues, par exemple. Et donc, il y a un programme qui s'appelle Paris Pluie,
dans son nom technique, le zonage pluvial, donc c'est quand même plus joli le pari-pluie, pour essayer de rendre chaque goutte utile et pour éviter les grandes inondations. Et entre autres, en ce moment, si vous allez dans le 13e, il y a un des énormes chantiers de pari-pluie pour créer un bassin réservoir près de la gare d'Austerlitz et de la Salpêtrière pour récupérer des grosses pluies d'orage comme celles qu'on a connues la dernière fois et de la stocker temporairement avant de la renvoyer vers les réseaux. Et c'est le pari-pluie qui essaye d'analyser rue par rue ce qui est possible sur le territoire. Mais c'est aussi d'utiliser l'eau pour rafraîchir la ville. Donc là, il y a la photo de brumisateur, mais parfois dans certains nouveaux quartiers de créer ce qu'on appelle des noues, vous savez, des noues végétales où il y a de l'eau qui vient un peu faire assainissement du quartier et qui permet aussi de rafraîchir, de refaire sortir la ville de ce que dans certains systèmes on appelle des villes plutôt éponges et pas des villes étanches. Il est vrai que depuis des années, on a construit des villes qui sont plutôt étanches pour éviter que l'eau arrive dans les immeubles, etc., aille directement dans les égouts, et on revient un peu en arrière. Vous avez aussi des pavés enherbés maintenant dans certaines allées qui permettent des infiltrations d'eau et de ralentir, entre autres, les fortes pluies. Et donc, un des objectifs du plan climat qu'il faut accélérer maintenant, c'est désimperméabiliser et végétaliser. Monsieur le maire l'a dit, et tant mieux de mettre des arbres au maximum dans le 15e quand c'est possible, parce qu'il y a un gruyère en dessous avec beaucoup de choses quand même dans le territoire parisien. Mais c'est un des objectifs, vous avez entendu, avec l'énorme chiffre qui était annoncé dans cette mandature de 170 000 arbres. Je ne sais pas si on atteindra, et je ne sais pas combien vont survivre in fine, mais ça permet quasiment de doubler le nombre d'arbres d'alignement, par exemple, qui existent à Paris. Je finis, et après je prends les questions. Voilà. Et ça fait partie des grandes solutions d'adaptation, j'ai envie de dire naturelles d'adaptation au changement climatique. On essaie de retirer, si possible par moment, de l'asphalte ou autre, des choses qui est noires, qui retient de la chaleur, de verdir, et ça améliore aussi la qualité de vie dans les rues végétales. Je ne sais pas si dans le Canada, il y a déjà eu des premières rues aux écoles qui ont été végétalisées aussi. Il y a les cours oasis qui se sont développés. Voilà, ça fait partie de ces programmes-là. Et ça fait généralement partie aussi des plus grande demande dans le budget participatif des Parisiens, tout Paris, pour avoir des rues plus végétales, etc. Et moi, je vous encourage à les mettre dans les prochains budgets participatifs. Je sais que c'est le dernier jour de vote. Ça, je vais passer rapidement parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Ça, vous avez déjà vu. Monsieur le maire en a parlé, mais j'ai pas mis la belle photo, effectivement, de la Villa M qu'il faut aller voir. Voilà. Est-ce que je voudrais arriver sur la fin. Ça va peut-être aussi arriver dans Paris ou dans le 15e, mais vous avez peut-être entendu aussi, on a testé cet été, là où on ne peut plus mettre d'arbres, etc. On a testé un nouveau mobilier d'ombrières temporaires, pour plein d'autres raisons esthétiques compliquées à la ville, qu'on a fait en régie avec les services de l'urbanisme et les services de la voirie et les ateliers de la voirie pour tester si ces ombrières temporaires, les gens vont y aller, quel rafraîchissement ça apporte, là où, sur cette esplanade que vous connaissez peut-être, qui est celle près de l'Accor Arena ou le parc Omnisport de Paris-Bercy, pour ceux qui connaissent le nom, voilà, place de Bercy, avec la nouvelle station de métro, on ne peut plus planter d'arbres, etc. Donc on a testé ces ombrières, on a compté jusqu'à 94 personnes sous ces ombrières cet été, et il y avait la température au sol, il y avait 20 degrés d'écart à 4 heures de l'après-midi quand il a fait 39. Donc elles ont un peu fonctionné et elles étaient en test, donc temporaire, et on s'est fait, excusez-moi, mais un peu insulté quand on les a enlevées la semaine dernière. Donc ça prouve que le produit marche et on va voir si on peut développer une gamme pour les mettre à disposition des mairies d'arrondissement ou peut-être des ombrières temporaires en toile, etc. C'est un palliatif, entre guillemets, mais vous avez dit, on aura peut-être la température de Séville et le climat de Séville. À Séville, il y a déjà des toiles tendues dans les petites rues pour abriter les passants. Voilà. Et enfin, je viens sur donc, la concertation. Je vous ai fait un petit résumé là, du plan climat à partir d'adaptation. C'est le 4e opus du plan climat, ce coup-ci sur un document très opérationnel voulu par le Conseil de Paris, qui a délibéré en juin dernier, avec 3 axes forts de cette concertation. On va y aller, voilà. Plus vite. Ça, je ne vous ai pas besoin de réexpliquer pourquoi il faut qu'on aille plus vite. Plus local, et ça je vais revenir, et plus juste. Plus local, c'est pour ça aussi que là, on fait un gros effort de venir dans tous les arrondissements. Il y a une volonté de ce coup-ci de territorialiser, j'ai dit, l'action du plan climat, qui était un document plutôt stratégique, voulu macro sur tout le territoire, avec des déclinaisons locales, mais là, de vraiment avoir, peut-être pas 17 plans climat locaux, mais d'inscrire un maximum d'actions dans les feuilles de route des mairies d'arrondissement, en accord avec les habitants. Et ça peut être aussi des feuilles de route ou des actions qui divergent d'un arrondissement à l'autre, des priorités sur le végétal d'un côté, des priorités sur la mobilité douce d'un l'autre, d'autres gestions des déchets.
C'est une vraie demande, une vraie volonté. Donc la concertation s'axe fort vers les arrondissements. Et on vous remercie là-dessus de nous accueillir et d'avoir déjà un beau programme, parce que j'aimerais que toutes les mairies aient déjà un tel programme, monsieur le maire. Et entre autres, il y aura une balade qui va être organisée par l'équipe pour voir ce qui s'est fait et que ça vous donne aussi des idées, ou dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. On veut vraiment de l'action concrète. Donc sentez-vous légitime, plus juste aussi, parce qu'il est hors de question que cette transition exclue des gens, des personnes. On sait que, par exemple, manger bio, ça coûte plus cher. Acheter l'électricité verte, ça coûte plus cher. Donc, comment on trouve des palliatifs à ça? Comment on met une solidarité en place? Comment on met des actions plus renforcées dans des quartiers qui sont difficiles, plus vulnérables? Les personnes les plus vulnérables, généralement, sont toujours celles qui sont les plus touchées économiquement, mais touchées par les vagues de chaleur parce qu'ils habitent dans des appartements moins isolés, etc. Donc, comment on fait attention à ça dans ce plan? Et enfin, voilà, il a été dit tout à l'heure, il y a les registres en mairie, le dialogue avec tous vos interlocuteurs locaux, et à partir du 11 octobre, on est un peu en avance pour ça dans le 15e, à partir du 11 octobre, la plateforme Décider.Paris s'ouvre pour la première fois sur la concertation du plan climat, où vous pourrez mettre toutes vos idées d'action, toutes vos propositions, et aussi commenter les autres, interagir pour dire ça me plaît ou je veux ça dans mon arrondissement. Et cette plateforme vous permettra de proposer des actions pour tout Paris, pour ce qu'il faut changer dans les municipalités en termes de décision, etc. Et aussi pour votre arrondissement. Bon, vous avez le droit de proposer des choses pour d'autres arrondissements, mais privilégiez quand même le vôtre. Et tout cela sera rassemblé dans un livre blanc en début d'année prochaine, qu'on soumettra effectivement, on ne va pas se mettre, parce que la dernière fois, il y a eu 700 propositions quand même. Toutes les actions en votation, elles vont être rassemblées, résumées, etc., triées. Et il y aura une votation citoyenne au printemps. Et à partir du choix de la votation citoyenne, alors on se mettra avec tous les services, tous les acteurs, tous les élus, en rédaction d'actions concrètes, parce qu'entre les propositions, il faut qu'on transforme ça en plan d'action financé, en décision municipale, qui sera proposée donc en avant-projet au Conseil de juillet 2023, si on respecte tous les délais. Et après, il y a une procédure d'obligation légale, parce que c'est un texte légal qu'on devra suivre, qui va prendre à peu près 9 mois, qui va être envoyé à toutes les autorités de la métropole, la région, l'État. Une fois qu'on aura reçu tout ça, le document vous sera à nouveau proposé en consultation publique, ce coup-ci officielle, voilà, comme d'habitude, et le Conseil adoptera définitivement le document au printemps 2024, en ayant suivi toutes ces échéances. Mais la grande étape, elle est là maintenant pour construire ensemble le document jusqu'à juillet prochain, où on aura des ateliers de travail aussi avec toutes les mairies d'arrondissement pour l'écriture. Voilà, j'ai été un peu long, désolé, et j'espère que ça va être clair. Et maintenant, je pense que je peux prendre 2-3 questions s'il y a encore du temps pour laisser la parole quand même aux autres après. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il ne s'agit pas d'une question, mais d'une proposition. Pourriez-vous joindre le plan climat au plan accessibilité? Au plan accessibilité universelle? Oui. Comme vous avez vu, là, j'ai cité d'autres plans. Il y a le plan biodiversité et autres. Il faut que tous les plans soient qu'on se parle. L'isolation thermique des bâtiments, peut-être que d'autres intervenants vont en parler, mais enfin, on sait que le chauffage des bâtiments, les passoires thermiques sont une des sources principales d'émissions de gaz à effet de serre. Que vous avez dit qu'un certain nombre d'immeubles sont passés en abandonner le fioul pour passer au gaz naturel ou au réseau électrique. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce qui peut être fait, ce qui est prévu, enfin, quelle aide est apportée, soit par l'État, soit par les mairies, aux propriétaires d'immeubles qui veulent améliorer la performance thermique de leurs immeubles? Je peux en dire un peu plus. Ça sera peut-être abordé par une intervention, je ne sais pas. Non, je vais en dire un peu plus parce que je crois que mes collègues intervenants après restent sur le sujet adaptation. Oui, vous avez raison. La rénovation énergétique des bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires, c'est l'énorme défi de cette ville, de toutes les villes historiques et du plan climat d'ici 2030. En chiffres, si on y arrive, c'est 1 million de logements à rénover en 30 ans et 50 millions de mètres carrés du parc tertiaire. Donc c'est un énorme défi. Là, comme il a été dit par Monsieur le maire en introduction, il a été voté récemment le nouveau plan Éco-Rénovons Paris Plus, qui est la 2e édition. Il y avait déjà eu dans le précédent plan climat un Éco-Rénovons 1, un premier test, pour accompagner la copropriété privée dans l'aide aux travaux. Je dis bien accompagner parce que la maire de Paris ou le maire de Paris aussi, quelle que soit sa couleur, n'a pas les moyens, comme tout maire de France d'ailleurs, d'obliger la rénovation énergétique des copropriétés et des immeubles.
on peut, si l'immeuble est déclaré insalubre, on peut obliger un ravalement, par exemple, mais on n'a pas le droit d'obliger un ravalement thermique. Ce sont des pouvoirs que les maires n'ont pas. Donc on ne peut faire qu'accompagner la copropriété privée. Là, il a été voté un budget conséquent pour accompagner la copropriété privée, pour essayer d'accompagner 15 000 logements d'ici la fin de la mandature en termes de rénovation privée, avec des aides conséquentes que je ne peux pas vous donner en termes de montant ou autre, parce qu'elles dépendent de la taille de la copropriété, des revenus de toute la copropriété, etc. Le dispositif va être lancé là, courant octobre. Il y aura à nouveau des débats dans la mairie d'arrondissement pour présenter tout le dispositif avec l'Agence parisienne du climat, avec 2 autres acteurs économiques qui viendront aider les copropriétés à monter les dossiers. Parce que l'idée, ce qu'on sait d'expérience avec le premier plan d'éco-rénovation, c'est qu'il faut passer le déclic de l'aide aux travaux. Parfois, il n'est pas que financier dans certaines copropriétés, il est parfois dans la difficulté des textes, la difficulté de trouver le bon architecte, de monter le projet, la déclaration d'urbanisme, etc. Et donc là, il y a un consortium qui s'est monté d'aide pour faire tout ça, plus une aide financière de la ville, en accord aussi avec l'Agence de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, et normalement une partie de l'aide régionale possible qu'on peut capter sur certains projets, certains dispositifs. Ces aides aussi sont complétées par des dispositifs sur la végétalisation des toitures et parfois la facilitation pour certains immeubles, ce ne sera pas pour toujours le cas, mais pour amortir le coût du chantier, qui peut monter parfois à 20 000 € au logement, par l'autorisation d'une rehausse des petits immeubles pour avoir un étage complémentaire pour que la copropriété puisse amortir l'opération. Voilà. Donc tout le dispositif sort là actuellement et sera en communication dans tous les arrondissements à partir du mois d'octobre. Et de l'autre côté, le Conseil a déjà voté des aides en revanche pour les logements sociaux, comme il a été cité précédemment. Ça va jusqu'à 40% d'aide de la collectivité pour la rénovation des logements sociaux municipaux. Et le reste est pris en charge par les bailleurs. Il n'y a qu'une petite ligne qui est mise sur les locataires qui actuellement gagnent environ 40 à 50% de leur facture énergétique. Ce qui veut dire en ce moment, on maintient en fait le coût de la facture. Avec un prix du gaz qui a beaucoup augmenté, certains ont la même facture d'il y a un an, en fait, avant les travaux, quoi. Je crois qu'il faut que je laisse quand même la parole aux 2 exemples intéressants qui passent après, quand même. Ça serait dommage. Merci, et à votre écoute, en tout cas. Je voudrais vous remercier pour cette présentation extrêmement claire et synthétique, et c'est le début d'un long processus extrêmement important. Moi, je suis obligé malheureusement de rejoindre notre réunion, mais les experts du conseil d'arrondissement parmi les élus sont présents et donc assureront le service. Je voudrais citer, j'avais oublié de citer Mme Bocheron qui était de l'autre côté, donc Evelyne Bocheron qui est conseiller d'arrondissement également. Et excusez aussi l'absence d'Agnès Séverine qui est chargée, qui est conseiller de Paris bien sûr, est chargée, le député européen est chargé auprès de moi de ces questions, mais qui était retenue aussi par une autre réunion ce soir. Donc voilà, je crois qu'on peut passer maintenant à la phase suivante. Alors je crois que c'est la visio. Ouais, enfin c'est... OK. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, parfait. Je vais partager l'écran. Merci de me dire si cela fonctionne. Vous pouvez voir l'écran? Ça fonctionne très bien, merci. Parfait. Donc, merci de me faire intervenir sur cet événement. Je suis Clément Albergel, je suis chercheur au Bureau du climat de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Je suis basé au Royaume-Uni et je vais vous montrer comment les observations de la Terre depuis l'espace nous permettent de suivre le climat et sa variabilité, mais également comment elles peuvent être utilisées dans un contexte d'adaptation et de mitigation au changement climatique. Je vais ainsi, en quelque sorte, appuyer les propos du précédent intervenant. Mais d'abord, rapidement, quelques mots sur l'Agence spatiale européenne, et en particulier sur son programme d'observation de la Terre. Pouvez-vous me confirmer que la diapositive suivante est passée? Oui. Elle est passée. Merci. Donc, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, est une agence spatiale intergouvernementale et nos activités couvrent l'ensemble du domaine spatial civil. On se consacre à l'observation de la Terre depuis l'espace, depuis le lancement du premier satellite météorologique en 1977. Et cette diapositive illustre les différentes missions d'observation de la Terre que nous avons développées au fil du temps
dans le cadre des 3 principaux axes d'activité de la direction des programmes d'observation de la Terre, les sciences, Copernicus et la météorologie. Avec le lancement d'une gamme de différents types de satellites au cours des 40 dernières années, nous sommes maintenant mieux placés pour comprendre les complexités de notre planète, notamment en ce qui concerne les changements globaux. Les satellites d'aujourd'hui sont utilisés pour prévoir le temps, répondre à d'importantes questions sur les sciences de la Terre, fournir des informations essentielles pour améliorer les pratiques agricoles, la sécurité maritime, aider en cas de catastrophe et toutes sortes d'applications quotidiennes. L'ESA est dédiée au développement de technologies spatiales de pointe pour mieux comprendre la planète, améliorer notre vie quotidienne et soutenir l'élaboration de politiques efficaces pour un avenir plus durable. Cela n'aura échappé à personne, nous avons connu un printemps et un été hors normes. Hors normes du point de vue des températures, avec une succession de vagues de chaleur très intenses. De juin à août, Météo France a émis un très grand nombre d'alertes canicules de différents niveaux. Et ces vagues de chaleur, qui correspondent à des températures anormalement élevées observées pendant plusieurs jours consécutifs, font partie des extrêmes climatiques les plus préoccupants au regard de la vulnérabilité de nos sociétés. De nombreux secteurs sont aussi très sensibles aux conditions météorologiques. Le bâtiment, par exemple. En cas de forte chaleur, les chantiers sont arrêtés. Il y a aussi les transports aériens ou ferroviaires. Les vagues de chaleur gênent le décollage des avions et affectent le matériel ferroviaire, comme les rails et les caténaires. Ces vagues de chaleur successives que nous avons subies sont les signes les plus clairs du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines, nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et avec les différents rapports du GIEC qui indiquent que les vagues de chaleur en Europe vont être de plus en plus fréquentes, plus intenses et durer plus longtemps, cet été nous donne quelque part un aperçu de notre climat futur. Les statistiques de Météo France, présentées sur cette diapositive, montrent une très forte augmentation du nombre de vagues de chaleur sur le territoire métropolitain. Parmi les 45 vagues de chaleur enregistrées depuis 1947, et qui sont représentées ici par ces cercles, 21 ont eu lieu au cours des 12 dernières années. Avant 1989, on pouvait en observer une tous les 5 ans environ, et depuis 2010, on en compte près de 2 par an en moyenne. On voit donc une accélération de ce phénomène. Pour mieux comprendre ces phénomènes extrêmes et étudier la variabilité de notre système climatique, on a besoin d'observations. Les satellites d'observation de la Terre, tels que ceux mis en œuvre par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, en coordination avec l'Union européenne dans le cadre du programme Copernicus, par exemple, sont particulièrement utiles car ils fournissent des données à l'échelle globale de manière répétée dans le temps et à des résolutions spatiales de plus en plus fines. C'est un énorme avantage de ces données satellites par rapport, par exemple, aux mesures terrain. Elles sont disponibles à l'échelle globale, fournissent des observations dans des endroits difficiles d'accès, de manière répétée dans le temps et en continu. Le programme Copernicus est alimenté par une famille de satellites dédiés, les Sentinelles, comme illustré sur cette diapositive. Parmi eux, Sentinelle-3 possède ce qu'on appelle un radiomètre, qui permet de mesurer la température de surface au sol. Il ne s'agit pas de la température de l'air au sens météorologique du terme, mais plutôt de la quantité réelle d'énergie rayonnante de la Terre. Et elle va indiquer la température réelle de la surface terrestre. Bien entendu, les températures élevées de l'air se reflètent dans les valeurs de température de la surface terrestre. Et Sentinelle-3 a mesuré cet été des températures de surface records. Plus de 45 degrés au Royaume-Uni, plus de 50 degrés en France et plus de 60 degrés en Espagne. Ces observations, elles peuvent être combinées à celles d'autres instruments embarqués sur d'autres satellites d'observation de la Terre, parfois plus anciens, et mesurant également les mêmes quantités, les températures de surface, pour développer de longues séries temporelles. Et ces longues séries temporelles nous permettent de mettre en perspective les mesures actuelles et mieux comprendre comment elles évoluent dans le temps. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de l'initiative au changement climatique de l'Agence spatiale européenne. Nous combinons les données de différents satellites pour mettre en place des séries temporelles longues, stables et robustes de variables dites essentielles à la compréhension du climat et sa variabilité. Les températures de surface du sol en sont une. Et nous avons récemment mis en place une base de données de température de surface issue de la télédétection spatiale couvrant une période de 25 ans. Et ces données montrent une augmentation stable des températures de surface
d'environ 0,2 degrés par décennie à l'échelle globale, mais avec une variabilité régionale très forte. Une meilleure surveillance des températures de surface, dans les villes par exemple, peut non seulement faciliter la compréhension du changement climatique, mais aussi éclairer les politiques de planification et d'adaptation au changement climatique. On parle d'îlots de chaleur urbains. Les villes sont plus chaudes que les zones alentours, car elles absorbent et retiennent la chaleur. On le voit bien sur cette carte de la ville de Paris, prise par un autre instrument à plus haute résolution spatiale, EcoStress, qui est à bord de la Station spatiale internationale. Au sein de la ville de Paris, certaines zones plus urbanisées sont plus chaudes que d'autres. Et avec ces données satellites, on peut établir des cartes d'indices de chaleur urbaine, d'inconfort thermique, et ainsi agir de manière ciblée et par exemple installer des espaces verts, des arbres, ou comme le précédent intervenant a parlé, des ombrières, des structures vertes, ou bleues, des fontaines, qui ont un effet rafraîchissant dans les endroits identifiés depuis l'espace comme plus vulnérables. On peut également suivre l'effet de la rénovation énergétique. Et en ce sens, les observations satellites peuvent permettre de suivre l'impact des mesures d'adaptation au changement climatique. L'impact en termes de confort thermique, mais aussi l'impact économique des décisions. Une autre conséquence de cette succession de vagues de chaleur cet été, associée à un faible taux de précipitation, c'est le phénomène de sécheresse, que l'on peut voir identifié sur cette image, également acquise par Sentinel-3, mi-août cette année. Et c'est encore plus visible si l'on compare deux images séparées d'un an. Des paysages vus de l'espace, comme par exemple en Bretagne, encore verts en juillet 2021, sont beaucoup plus jaunes, beaucoup plus secs en juillet 2022. Et si on regarde en particulier la ville de Paris, à plus haute résolution spatiale, cette fois une image acquise par Sentinel-2, on a Paris et les alentours, et on a le même constat. En 2021, c'est beaucoup plus vert qu'en 2022. Les sols sont très secs, et cela a été évoqué par le précédent intervenant également. Et de nombreux cours d'eau en Europe ont chuté à des niveaux records. Les images acquises par Sentinel-2 montrent ici une partie de la vallée du Pô, près de Piacenza en Italie, et révèlent comment le fleuve s'est considérablement rétréci entre juin 2020 et juin 2022. Et cela est en partie dû au manque de précipitations, à des températures très élevées et un manque de neige dans les montagnes qui alimentent habituellement certaines rivières. Ici, nous sommes en Italie, mais nous pouvons faire le même constat pour la Loire. Et cela va avoir de graves répercussions sur l'agriculture, un secteur qui consomme énormément d'eau, pour l'irrigation par exemple, et compte tenu de la rareté croissante de l'eau, son utilisation pour l'agriculture devra d'être plus efficace. L'ESA prépare déjà la prochaine génération de satellites de la famille des Sentinelles. L'une d'entre elles nous permettra de surveiller le stress en eau des cultures au niveau du champ et de soutenir des pratiques d'irrigation plus durables. Finalement, ces vagues de chaleur peuvent également être suivies d'incendies. Des températures élevées, associées à un faible taux d'humidité dans l'air, de faibles précipitations et une végétation plus sèche, créent un risque élevé d'incendie dès qu'il existe une source d'inflammation. Et il a été démontré que cette combinaison de conditions propices aux incendies s'observe de plus en plus souvent et sur des périodes de temps de plus en plus longues. Et pas uniquement en Australie ou en Californie, mais également en Europe, en France. Et là encore, les satellites sont très utiles, car ils nous permettent de suivre l'évolution des incendies depuis l'espace et de surveiller différentes caractéristiques. En termes de suivi du risque d'incendie, on peut détecter les zones qui sont sèches et sujettes aux incendies, les feux actifs et ceux uniquement fumants, les zones brûlées, ces cicatrices laissées par les incendies au sol, ainsi que les émissions de fumée et de gaz trace dans l'atmosphère. Ces processus, vous les voyez illustrés sur ces deux diapositives qui représentent des images de la Gironde cet été, avant, après les incendies. Et ce type d'information, prise depuis l'espace, est collectée en temps réel par le service Copernicus de la gestion des urgences, le système européen d'information sur les incendies de forêt, qui va fournir les informations les plus récentes sur les incendies en cours en Europe et dans la région méditerranéenne. Et cela comprend des cartes et des prévisions météorologiques de danger d'incendie
du risque, mais aussi des cartes mises à jour quotidiennement, des zones en train de brûler et des périmètres d'incendie. Et tout cela sur la base de données satellitaires. Ces données complémentent les informations au sol et les informations aériennes et sont utilisées en appui à la prise de décision pour lutter contre les incendies, comme cela a été le cas cet été. Finalement, pour terminer, et si vous souhaitez en découvrir plus, je vous encourage à aller visiter cette application développée par l'Agence spatiale européenne et qui permet de mieux comprendre, de voir l'évolution des variables clés du climat au cours de ces 5 dernières décennies. Il y a également une série d'articles destinés au grand public qui expliquent comment notre climat change sur la base d'observations depuis l'espace. Merci de m'avoir écouté. Je suis également à votre écoute. Je vous remercie au nom de toute la salle. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. J'appuie sur entrée, c'est ça? C'est ici pour passer les slides. Merci. Bonjour à tous, je suis Élodie, je suis la cofondatrice d'une société qui s'appelle Urban Canopy. Je suis venue avec Pierre ici, qui est responsable commercial de la région Île-de-France, et on sera très heureux de répondre après à vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Urban Canopy? Eh bien, notre but, c'est de rafraîchir la ville par le végétal. Je vais vous expliquer comment on fait ça et surtout pourquoi. Alors bon, on ne va pas revenir sur les problématiques des villes, je pense qu'on l'a bien compris, donc je vais passer vite là-dessus. Les villes ont des problèmes, certes, et donc justement, on a compris qu'il fallait adapter justement les villes pour mieux vivre, la problématique donc d'îlots de chaleur notamment. Et donc par rapport à ça, il y a donc différentes solutions. Donc la première, c'est de végétaliser les villes, donc on l'a vu aussi là tout à l'heure. La deuxième, c'est d'arroser les rues. Alors là, ça commence à être un petit peu problématique, notamment cet été où il y a eu des arrêtés préfectoraux. Mais ça permet justement avec l'évaporation de rafraîchir l'air ambiant. Il y a le troisième point, c'est modifier le recouvrement des sols. Donc, ce qui est par exemple de peindre par exemple des toitures en blanc, qui permet de justement réfléchir et ne pas absorber la chaleur. Il y a d'autres types de modifications de recouvrement des sols, qui est par exemple des matériaux plus absorbants au niveau de l'eau aussi, pour justement garder plus ce côté fraîcheur. On a aussi créé des courants d'air. Alors ça, c'est plutôt possible pour les nouveaux quartiers, donc tout ce qui est éco-quartier, de réfléchir justement aux courants d'air notamment, mais ce qui est moins possible sur les quartiers existants. Et puis on a sinon changer nos habitudes, vivre un peu comme les Espagnols, faire la sieste l'après-midi pour avoir moins chaud. Bon, donc c'est pas toujours facile non plus. Donc nous, chez Urban Canopy, on s'est axé sur la première solution, qui est de végétaliser les villes. Pourquoi? Parce qu'on sait que le végétal, eh bien, c'est la meilleure, peut-être mettre sur le côté, la meilleure climatisation naturelle qui existe. Mais malheureusement, comme on le sait, dans les espaces qui sont denses et minéralisés, bétonnés, avec des réseaux souterrains, problématique de charge, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un vrai gruyère, eh bien malheureusement c'est compliqué de planter des arbres. Donc moi je suis ingénieur agronome de formation, et donc si on peut planter des arbres, plantons des arbres. Mais malheureusement, au cœur des villes, au cœur des points chauds, ce n'est pas toujours facile. Et donc on propose une solution. Sinon je m'assois, c'est peut-être plus simple, parce que sinon j'ai ma tête qui cache, non, l'écran. Non, c'est bon? Ça va, on me voit? Parfait. Alors, ce qu'on propose, c'est de couvrir toute la ville de végétal, sol, façade, toiture, et de faire vraiment partie intégrante de l'ADN de la cité avec de la végétalisation qui soit hors sol. Alors, comment on fait ça?
En fait, nous, on est issus des laboratoires de l'école des ponts et chaussées qui travaillent en fait sur les structures légères et modulaires depuis plus de 10 ans. Donc on appelle ça des grid shells, c'est des matériaux avec des doubles courbures. Et donc là, en guise d'exemple, en haut à gauche, c'est une structure construite, c'est un chapiteau au Solidays. Et en fait, si vous regardez bien, il n'y a pas de poteau en dessous. Donc la structure est autoportante, elle tient toute seule. Et donc c'est extrêmement avantageux, ce sont des matériaux composites, c'est 4 fois plus léger que l'acier, avec une plus grande résistance et même durabilité. Et on a des très très grandes portées, et en fait on peut s'amuser à faire plein de formes différentes avec la même technologie. Et donc on est né en fait dans les labos de l'école des ponts à la suite de la canicule de 2016, où en fait un des chercheurs s'est dit mais pourquoi ne pas utiliser notre savoir-faire sur les matériaux et sur les structures légères pour greffer des plantes grimpantes dessus et ainsi lutter contre les îlots de chaleur urbains, donc de recouvrir la ville de végétal. Donc on a créé Urban Canopy comme ça, et puis on a rajouté une autre technologie, donc c'est vraiment la tech au service d'eux, donc au service du vivant, au service du végétal, qui est un système d'irrigation piloté à distance pour quand même donner de l'eau, parce qu'un végétal sans eau, ça ne pousse pas. Donner de l'eau au bon moment sans trop en donner non plus, donc de vraiment contrôler l'irrigation. Alors qu'est-ce que ça donne ? Le premier modèle qu'on a développé, c'est celui-ci, qu'on a appelé Corolle, donc la forme Corolle, qui est plus de type mobilier urbain végétalisé. Donc ça, c'est la première série sortie, sachant que, donc, comme je vous ai dit, notre but, c'est de couvrir toute la ville de végétal. Donc on fait beaucoup de R&D sur les toitures façades, mais c'est pas encore dispo. Parce que c'est très complexe en termes d'assurance de normes, hein, c'est pas du tout pareil. Et donc on a commencé avec Corolle, donc qui fait pour 1 mètre carré seulement d'emprise au sol, vous avez 50 mètres carrés de surface, donc ça fait 5 mètres de haut, 8 mètres de diamètre. Et donc le but, c'est de rafraîchir des espaces où on ne peut pas planter, par exemple, avec du végétal. Hop, donc là, ici, par exemple, c'est le site, ça c'est un siège social, le siège social de Lieber Aerospace à Ockhamville, à côté de Toulouse. Et une corolle, qu'est-ce que c'est ? Alors, donc, c'est composé de 3 choses. C'est un maillage en matériaux composites, donc ce que je vous disais justement, toute la techno liée avec l'école des ponts et chaussées. Donc, on a 2 brevets là-dessus. Donc, en fait, on vient assembler la structure en amont, en atelier chez nous, à Noisy-le-Grand, côté 93. Et ensuite, on vient apporter la structure sur site. On vient la lever, la déployer à la force des bras, la fixer au sol ou pas. Il y a un autre modèle, vous allez voir. Donc, soit elle est splittée dans le sol, système de scellement chimique, hein, c'est pas très compliqué, des tiges filetées. Soit elle est autostable. Donc, j'ai une autre photo après pour vous montrer. Ensuite, on vient tirer avec des câbles, des cerces, figer la forme globale et ensuite l'habiller avec des cache-pots. Voilà, donc ça, c'est la partie maillage. En bas, vous voyez des bassines. Donc, c'est une réserve d'eau, une réserve de substrat. Donc, je vous montre juste après le détail du pot. Ici, par exemple, ça, c'est le site de Grand-Quevilly, sur la place Kennedy, où en fait, c'est différents tramways qui passent. Donc, impossible de planter en pleine terre. Voilà, au niveau du système du pot, donc en fait, on a une réserve d'eau, une réserve de substrat, d'où partent les plantes, bien sûr. Et on a développé une box qui s'appelle Sensopy, qui permet de donner la bonne quantité d'eau quand il faut. Donc en fait, on a des petits capteurs, notamment qui relèvent l'humidité de la terre. On a un algorithme d'irrigation. Et donc, suivant en fait les datas pédoclimatiques, ça dit, là, la plante a besoin d'eau, ouvrir la pompe pendant X minutes pour donner X litres. Voilà. Donc en fait, c'est un système de goutte à goutte. Le tout est autonome parce que ça fonctionne par batterie solaire, ce qui fait qu'on n'est ni raccordé au réseau d'eau, ni raccordé au réseau électrique du site. Alors bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. On peut aussi se raccorder, mais sinon, c'est autonome. Alors la petite limite de l'autonomie, c'est qu'il faut quand même remplir la réserve en eau. Donc il y a un capteur de niveau d'eau et on estime qu'il faut remplir environ 5 à 7 fois la réserve en eau par an. Donc c'est 200 litres d'eau et 300 de substrat, ce qui est déjà pas mal. Et donc voilà ce que ça donne. Dernière composante et pas des moindres, c'est le végétal. Donc on utilise des plantes grimpantes exclusivement. On va parler juste après des plantes. Ici, c'est une place à Châlons-en-Champagne. Voilà, où là, on a rajouté des bancs et manches debout, parce que le but quand même d'un îlot de fraîcheur, c'est d'en profiter. Et donc de pouvoir justement se reposer en dessous, dans des espaces d'attente ou sur des places publiques. Tout ce qui est aussi attractivité, c'est assez intéressant aussi.
Voilà, les plantes grimpantes. Donc, on utilise... Donc, on a en interne, bien sûr, les compétences agro pour préconiser au mieux les bonnes palettes végétales. On travaille aussi avec les pépinières Javois, qui est notre pépiniériste, où on a tout le stock de plantes grimpantes. Et donc, suivant les sites, les projets, la température, bien sûr, on définit ensemble les plantes à installer. Donc, vous avez, par exemple, de la kébia, des clématites, l'olboélia, passiflore. Et donc, ce qui est vraiment important, en fait, c'est le système d'accroche des plantes. C'est-à-dire, c'est des plantes qui ont des vrilles volubiles, pétioles volubiles, donc qui s'enroulent en fait autour des joncs. On a testé le lierre, ça ne marche pas. Le crampon, ça glisse, malheureusement. On a fait un projet pilote qui a loupé à cause de ça. On a dû changer les plantes. Et au-delà du rafraîchissement produit par les corolles, eh bien, ça permet aussi d'augmenter tout ce qui est corridor écologique faune-flore. Donc, ça permet de ramener d'autres services écosystémiques que le rafraîchissement. Et donc, en fait, plus il y aura de solutions végétalisées, donc on ne dit pas que nous, bien sûr, on est en complément de la végétalisation existante, plus il y aura de continuité écologique, plus ça permettra justement aux espèces de pouvoir circuler. Et ça, c'est très, très important pour la biodiversité, surtout en milieu urbain, où justement, c'est plus des patchs isolés. Et donc là, c'est les premiers nids d'oiseaux qu'on a observés justement sur le siège social de Lieber Aerospace. Voilà, les petites photos des oiseaux. Alors ici, ça c'est un autre modèle. Donc ça c'est une corolle qui est autostable, donc qui est simplement posée au sol, qui n'est même pas splittée. Donc le pot est un peu plus conséquent parce que forcément il y a la prise au vent qui rentre en jeu. Et là ici vous êtes sur le port de Pantin, les docks de Pantin. Et donc vous voyez au niveau du pot, en bas à droite, des trous pour les pales, pour justement que la ville puisse elle-même déplacer ses corolles quand elle a des événements, une foire, un festival ou autre. Ici, pareil à Metz, avec des corolles autostables qui ont poussé plus vite que les autres parce que, alors oui, on dit qu'il faut 2 à 3 ans pour totalement couvrir une corolle parce que ça reste du vivant, donc forcément, voilà, il faut attendre, il faut être patient, c'est pas des haricots magiques, mais il y a quand même des plantes qui poussent plus vite que d'autres, notamment les hippomées en fait, qui sont des plantes annuelles. Alors l'avantage c'est que ça pousse très vite, le désavantage c'est qu'elles sont annuelles, donc elles meurent à la fin d'année, qu'il faut tout replanter. Donc là, par exemple, au bout de 4 mois, les 2 corolles gauche-droite, il y a des hippomées dedans. Donc là, on voit il y a une très très belle croissance. Donc si on veut de suite du végétal, et l'hiver, par exemple, mettre quelques luminaires, ça peut être aussi intéressant pour la commune. Ces corolles ont été donc déplacées, puisque les pots le permettent, et ont été replacées près d'arrêts de bus. Voilà. Donc si vous allez à Metz, les corolles ne ressemblent plus à ça, puisque c'est plus les mêmes plantes. Et puis, on travaille aussi sur les corolles reliées pour justement, avec la même emprise au sol, avoir encore plus de couverture. Le but étant vraiment de faire les canopées urbaines, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est un prototype qui est expérimenté en ce moment même au Floriade, à Almer, aux Pays-Bas. C'est un peu l'exposition universelle version paysage. C'est pour ça que c'est dans de la terre. Sinon, c'était pas le but. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'est un démo. Mais ce qui n'est plus en démo, c'est les petites corolles, les petites corolles reliées et aussi autostables, on travaille aussi dessus, qui sont disponibles dès maintenant et on peut même imaginer couvrir par exemple des parkings. Quand on parle justement végétaliser les parkings, c'est tout à fait possible. Ça c'est devant notre atelier. Et puis donc les premières mini corolles reliées qui ont été installées à Bussy-Saint-Georges cet été. Voilà. Et puis, donc, comme je le disais, notre but, donc, c'est de faire n'importe quelle forme désirée avec la même technologie. Donc, à terme, l'idée, c'est d'avoir une sorte de catalogue avec plein de formes différentes pour apporter plein de solutions différentes pour les villes, mais aussi pour les privés, bien sûr, d'attaquer toiture, façade. Et donc là, par exemple, en termes de projet, on travaille actuellement sur ces modèles-là, que ce soit en matériaux composites, fibres de verre ou non, parce qu'on peut aussi travailler, par exemple, avec des solutions câbles, mais toujours avec de la double courbure pour justement épouser des espaces, passer au-dessus, enjamber, etc. Voilà, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on serait très heureux de vous aider à installer des îlots de fraîcheur dans le 15e. Donc n'hésitez pas, on est là avec Pierre.